21 h. Dans le chantier naval hautement surveillé Zapadnaïa Lista, le K-141 Kursk fait l'objet d'une dernière inspection. Conçu pour attaquer les groupes aéronavals ennemis, il est à la pointe de la défense russe. Avec ses 150 mètres de long pour une hauteur de 6 étages, ce sous-marin propulsé par 2 réacteurs nucléaires est 2 fois plus gros qu'un avion de ligne. Sa double coque unique en son genre et ses 9 compartiments étanches lui permettent d'encaisser l'explosion d'une torpille. Le lieutenant de vaisseau Dimitri Kolesnikov grille une dernière cigarette avant d'embarquer. Il fête son 27e anniversaire et son épouse Olga lui manque. Olga et lui se sont mariés il y a tout juste 4 mois. Nous nous sommes mariés en avril 2000, très modestement car il fallait faire vite. Peu après leur mariage, Dimitri a emmené sa jeune épouse visiter le Kursk pour qu'elle ait autant confiance que lui dans ce sous-marin. Le monde entier suit désormais les opérations de sauvetage. Sous la pression internationale, les Russes demandent à une équipe britannico-norvégienne d'organiser une mission de secours. À 7h45, le matin du lundi 21 août, 9 jours après le naufrage, des plongeurs parviennent enfin à ouvrir le sas de sauvetage. À l'autre bout de ce combi de 2 mètres de long se trouve l'accès au compartiment 9. Se pourrait-il que des marins soient encore en vie, ayant pu trouver une poche d'air à l'arrière du sous-marin? C'est la question qui tenaille les premiers plongeurs arrivés sur les lieux. Au moment où ils actionnent les coutilles supérieures du sas, le monde entier retient son souffle. Mais lorsqu'ils ouvrent les coutilles inférieures, ils constatent que l'intérieur du sous-marin est inondé. Les 118 sous-mariniers qui étaient à bord ont péri. En retraçant le fil des événements qui ont conduit à ce jour fatidique et en analysant en détail l'enquête qui a été faite, nous allons vous révéler ce qui est vraiment arrivé au Kursk et à son équipage. La simulation informatique va vous emmener là où aucune caméra ne peut aller, au cœur de la catastrophe. Lord Truscott a pu reconstituer l'enchaînement des événements qui ont conduit à la tragédie du Kursk. Lord Truscott a pu reconstituer l'enchaînement des événements qui ont conduit à la tragédie du Kursk. « 12 août 2000. H-5 minutes et 30 secondes. Le Kursk se prépare à tirer une torpille d'exercice contre le Pierre-le-Grand. Tandis que le sous-marin manœuvre, à l'avant, le peroxyde d'hydrogène d'une torpille fuit dans le tube lance-torpille et une flaque se forme. L'équipage ouvre la porte du tube pour nettoyer la connexion électrique. H-135 secondes. Le liquide entre en contact avec un point de rouille et le gaz qui s'en échappe se dilate instantanément. Ce pic de pression fait exploser l'enveloppe de la torpille, éventrant le réservoir de kérosène. La vapeur brûlante enflamme le combustible qui consume l'oxygène libéré par la réaction chimique. Une boule de feu ravage le compartiment des torpilles, tuant tous les hommes présents. Les flammes s'engouffrent dans le conduit de ventilation et atteignent le PCNO. De l'eau de mer s'infiltrant par le tube lance-torpille, le Kursk commence à plonger. 21 torpilles sont dangereusement chauffées par un incendie alimenté par 500 litres de carburant. Lorsque la température intérieure des charges militaires atteindra 400 degrés, ces dernières exploseront à leur tour. 11h30 minutes et 15 secondes. C'est le drame.
En moins d'un cinquième de seconde, 5 à 7 torpilles explosent. La déflagration traverse les cloisons étanches du Koursk et se propage vers les réacteurs nucléaires. Les amortisseurs encaissent la déflagration de 50 G et les cloisons stoppent l'onde de choc. Les barres de commande s'enfoncent dans le cœur des deux réacteurs, provoquant leur arrêt. Pendant ce temps, à l'avant, la coque est soumise à une contrainte qui dépasse largement ses limites. Malgré ses 5 cm d'épaisseur, le tube lance-torpille en acier explose. L'eau s'engouffre alors à l'intérieur du sous-marin. Quelques minutes après la première explosion, le joyau de la flotte du Nord n'est plus qu'une épave au fond de la mer de Barents. Le Koursk devient le tombeau de ses 118 sous-mariniers. Une fois tous les cadavres remontés, les médecins légistes concluront que pour la plupart d'entre eux, la mort a été rapide. Mais 23 hommes à l'arrière du Koursk s'accrocheront à la vie pendant près de 8 heures. Suite à ce drame, la marine russe a retiré toutes les torpilles à HTP de ses sous-marins, mais le rapport officiel n'a désigné aucun responsable. Personne ne saura jamais avec certitude si le technicien Alexei Mityayev a décidé d'arrêter les réacteurs. S'il l'a fait, cet acte héroïque a peut-être évité un nouveau Tchernobyl. Les corps de la plupart des sous-mariniers ont été rendus à leurs familles et un mémorial a été élevé à Saint-Pétersbourg en leur mémoire.